alternative aux exceptions dans un contexte de validation. En général, on lève une exception quand un argument est invalide, mais il existe des approches alternatives qu'on va explorer dans cette section-là. Prenons le cas d'une méthode pour trouver le dernier caractère d'une string. Évidemment, si la string est vide, ce dernier caractère n'existe pas. Ainsi, la question qui se pose est que doit-on faire ou que doit faire notre méthode lorsqu'elle reçoit en argument une chaîne vide? Donc, on a dernier caractère, on a une string, on doit retourner un caractère. Si le paramètre string est vide, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en C#, on a une certaine versatilité. Okay? Donc, ça permet de résoudre le problème précédent de 4 manières distinctes. La première étant généralement moins souhaitable que les 3 autres. On peut gérer la chose de manière silencieuse. On peut être strict avec un retour booléen. On peut être strict et brutal avec une exception, ou on peut être strict avec un retour nulaire. Donc, strict, mais de façon un peu plus soft. Donc, la méthode silencieuse, qu'on appelle fail silent en anglais. Donc, la philosophie, c'est la suivante. Si tu me demandes quelque chose d'impossible, alors je fais semblant que tout va bien, l'idée étant de ne pas nuire au fonctionnement immédiat du programme. Donc, fail silent, vous pourrez aller voir ça sur Wikipédia. C'est quoi fail silent? Donc, dans le cas, par exemple, du dernier caractère, si la longueur de la string est 0, alors on retourne la valeur 0. Donc, on retourne, par exemple, le caractère nul. Sinon, ben, on retourne effectivement le dernier caractère de la string. Donc, si on demande quelque chose d'impossible, ben, on retourne n'importe quoi. On retourne le caractère nul. Puis si on demande quelque chose qu'on peut faire, on le fait. Okay? Donc, avantage, le programme ne plante pas tout de suite. Inconvénient, on repousse le problème à plus tard. Donc, si d'abord vous demandez un dernier caractère à une string qui est vide, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job en avant. Donc, l'idée, c'est que si quelqu'un n'a pas fait le travail en avant, il faut que le problème se manifeste le plus tôt possible. Donc, si le problème, quand on fait ça, en fait, c'est qu'on repousse le problème à plus tard, ce qui va faire que le bug va être beaucoup plus difficile à identifier et il va y avoir aussi peut-être une possibilité d'avoir des résultats erronés. Donc, c'est très dangereux de fonctionner comme ça. Donc, fail silent, on retourne les valeurs par défaut, on passe sous silence les demandes absurdes. L'approche silencieuse dans les méthodes est une fausse bonne idée. Okay? Donc, ici, vous reconnaissez probablement ce personnage-là. Donc, quand vous êtes en Corée du Nord, vous tenez les fesses serrées. Okay? Si on vous demande quelque chose, puis vous ne pouvez pas le faire, mais que c'est le grand chef qui vous le demande, vous ne dites pas non. Ça ne marche pas ton affaire. Hein? Tu dis oui, puis tu retournes n'importe quoi. Hein? Tu n'as pas le choix. Parce que sinon... Mais, normalement, dans les programmes informatiques, vous n'avez pas ce problème-là. Si vous avez ce problème-là, c'est parce que la direction est un peu crackpot. Sinon, ben, vous dites, non, regarde, tu me demandes quelque chose d'impossible, il faut le signaler le plus rapidement possible. Approche avec retour booléen. Donc, la philosophie, c'est que si tu me demandes quelque chose d'impossible, alors je te le signale en retournant faux. Et je ne fais rien. Donc, on retourne dans ce temps-là les valeurs par défaut. Avantage, le demandeur est informé que sa demande est impossible. Inconvénient, il faut valider l'utilisation à chaque appel, par exemple avec un if, ce qui encombre le code utilisateur parfois inutilement. Donc, ils sont par exemple classe strict retour booléen. Donc, on a ici dernier caractère. On a toujours notre string ici. Et on a notre sortie out car P dernier. On a un booléen. Donc, si la longueur est 0, le dernier, c'est le caractère par défaut, on retourne faux. Sinon, le dernier, c'est le dernier, on retourne vrai pour dire que ça a marché. Donc, si on réussit à trouver le dernier caractère, alors on l'affiche. Mais il faut mettre des ifs partout. L'approche avec l'exception, la philosophie, c'est que si tu me demandes quelque chose d'impossible, alors je te le signale brutalement en te levant une exception en pleine figure. Et je ne fais rien d'autre. Donc, dernier caractère, valider l'argument. Si la longueur est 0, alors show new argument exception, la string est vide. Sinon, on fait le travail. Donc, on fonctionne en 2 étapes. On valide les arguments et ensuite, on fait le travail demandé. On pourrait aussi utiliser un ternaire pour faire le même travail ici, qu'on voit ici, mais avec un one-liner. Donc, si la longueur est 0, alors si la longueur est différente de 0,
on retourne le dernier caractère. Sinon, on fait un throw new argument exception, comme ceci. Donc, approche avec exception pour et contre. Avantage, le demandeur est informé que sa demande est impossible. La gestion de l'exception n'est pas obligatoire au point d'appel et peut s'effectuer à n'importe quel niveau du programme. L'inconvénient, le programme plante si l'exception n'est pas gérée. Mais cet inconvénient n'est pas aussi terrible qu'on pourrait le croire parce qu'il existe une autre philosophie par rapport au fail silent qui s'appelle le fail fast, qui est considéré comme étant une meilleure, en fait une philosophie idéale dans ce cas-là. Donc si mon programme ne fonctionne pas correctement, mieux vaut que ça plante le plus rapidement possible plutôt que de continuer à faire comme si tout allait bien. Parce que si votre programme commence à mal aller, ça veut dire que la suite des choses va probablement être à peu près n'importe quoi. Donc on veut que ça plante le plus tôt possible. Finalement, on a une autre approche qui, disons, combine le retour booléen, est un peu une approche comme booléen, mais combinée. Donc, on appelle ça l'approche avec retour nullable. Mais évidemment, pour que ça fonctionne, il faut utiliser les valeurs nullables qu'on a vues, mais pas encore complètement. Peut-être qu'on va faire un module là-dessus d'ici la fin, mais pour l'instant, on ne les a pas encore vues vraiment. Donc, si tu me demandes quelque chose d'impossible, alors je te le signale en te retournant nul, et je ne fais rien d'autre. L'avantage, c'est que le demandeur est informé que sa demande est impossible. Et un autre avantage, c'est que ça donne une gestion souvent plus simple des cas erronés par rapport aux deux approches précédentes. Donc, un code plus élégant. L'inconvénient, c'est qu'il faut apprendre à gérer les valeurs nulles convenablement et aussi que c'est applicable uniquement dans un contexte où on a un cas de retour de valeur ou de paramètres out. Dans les autres cas, ce n'est pas vraiment applicable. Par exemple, dans les fonctions void, ça ne serait pas applicable. Donc, par exemple, ici, public statique car, on voit car avec un point d'interrogation, ça veut dire qu'on retourne un caractère, mais nullable. Si on ne sait pas c'est quoi le caractère, on retourne nul. Donc, dernier caractère, si la longueur est 0, on retourne la valeur par défaut, mais la valeur par défaut, dans ce cas-là, ça va être nul. Sinon, on retourne le dernier caractère de notre chaîne de caractères. Donc, ici, on voit car c'est égal default. Juste pour voir c'est quoi la valeur par défaut d'un caractère nullable, on voit que la valeur par défaut, c'est nul. Bon, je ne vous demande pas nécessairement d'appliquer ça dans l'instant, mais c'est juste pour vous dire que ça existe, cette façon de faire-là. Donc, nullable versus silencieuse. Donc, les versions nullables et silencieuses de la méthode sont pratiquement les mêmes. Okay? Donc, si vous regardez silencieuse, vous avez statique car. Nullable, on a statique car avec un point d'interrogation. Le reste du code est exactement le même. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que la valeur par défaut n'est pas la même. Ici, la valeur par défaut, c'est le caractère nul. Et ici, la valeur par défaut, c'est la valeur nulle. Donc, la valeur nulle, c'est sûr que si vous ne gérez pas ça bien dans votre programme, ça va faire planter votre programme plus loin. Donc, vous savez au moins que votre programme, ça vous assure que s'il y a un problème, votre programme va planter plus loin, ce qui est plus intéressant que, par exemple, la valeur 0 qui ne garantit pas que votre programme va planter plus loin. Donc, c'est comme retourner un code d'erreur dans la valeur elle-même que de retourner nul. Donc, question, pouvez-vous contraster les philosophies respectives du C# et du JavaScript en ce qui concerne l'indexation? Donc, nota bene, undefined en JavaScript, c'est grosso modo l'équivalent de nul en C#. Donc, ici, on voit que si on va chercher le caractère numéro 7 de bonjour, dans C#, on a un index out of range exception, alors que dans bonjour 7 en JavaScript, on a undefined. Donc, on voit que le JavaScript, en fait, utilise ici l'approche avec retour nullable, mais l'équivalent, c'est undefined en JavaScript. Donc, le JavaScript adopte une approche un peu plus douce. C'est possible aussi d'utiliser une approche plus douce en C#. Par exemple, si vous utilisez element at or default 6, vous allez obtenir le R. Puis après ça, vous faites element at or default 7, vous allez obtenir 0. Donc, vous obtenez la valeur par défaut associée. Donc, vous pouvez utiliser une approche plus douce d'indexation, si vous voulez, en C#. Il ne vous retourne pas la valeur nulle, mais au moins, il vous retourne le caractère nul, ce qui peut être utile dans certaines circonstances. Donc, en passant, d'un point de vue historique, le bound checking au moment de l'indexation, donc, ce n'est pas une nouveauté de C#. Donc, ça peut être retracé au langage Algol, qui a été sorti en 1960. Donc, déjà, tout de suite à l'époque,
des tout débuts de la programmation, on savait que c'était important de valider l'indexation dans les tableaux ou les listes. Donc, quelle approche choisir? Donc, en général, en programmation, bien qu'en apparence séduisante, l'approche silencieuse est considérée comme dangereuse. Pour choisir entre les trois autres possibilités, il convient de distinguer deux cas de figure, l'erreur probable, pardonnable, et l'erreur stupide, inattendue. Donc, l'erreur probable ou pardonnable commande généralement un signalement d'erreur plus doux, donc un retour booléen ou nullable. L'erreur stupide ou inattendue, par contre, commande généralement un signalement d'erreur plus brutal, donc une exception. Par exemple, si vous effectuez un retrait bancaire, donc erreur stupide ou inattendue, montant 0 ou négatif, déposant, comme dans un cas de figure, bonjour madame la caissière, est-ce que je pourrais retirer moins 5 $ de mon compte aujourd'hui? La caissière va dire, est-ce que vous venez de la galaxie d'Andromède? Donc, ça n'a pas de bon sens d'arriver de dire à la caissière, est-ce que je peux retirer moins 5 $ ou est-ce que je peux retirer 0 $? Ça ne marche pas non plus. Erreur probable, solde insuffisant. Donc, le déposant, bonjour madame, est-ce que je pourrais retirer 2000 $ aujourd'hui? La caissière, désolé, votre solde est insuffisant. OK? Donc, c'est la différence entre une erreur stupide ou inattendue et une erreur probable. Donc, en résumé, si un argument est invalide, donc insensé, on peut faire comme si tout allait bien, fail silent, par exemple, retourner une valeur quelconque. Le problème va pelleter plus tard. Signaler le problème d'une manière ou d'une autre, de manière brutale, lever une exception, fail fast, de manière directe, retourner false, ou un autre code d'erreur, de manière douce, retourner une valeur nulle dans un contexte de type nullable. Dans un contexte où l'erreur est prévisible, par exemple un solde insuffisant, un try parse, on préfère une manière douce ou directe. Dans un contexte où l'erreur est stupide ou exceptionnelle, on préfère d'abord la manière brutale ou sinon la manière directe. Les philosophies, ceci dit, peuvent varier légèrement d'un langage à l'autre. Par exemple, en Python, qui est plus strict et brutal, on lève une exception pour à peu près n'importe quoi quand vous faites du Python. Donc, étrangement, ça ne semble pas nuire à la popularité énorme du langage. En C# et en Java, on est assez strict. On est moins rapide sur le gâchette qu'en Python pour ce qui est des exceptions, mais quand même, ça y va au toast. En JavaScript, on est plus permissif, donc beaucoup plus de fail silent puis de douceur dans le design initial. On croyait à l'époque que ça rendrait le langage plus convivial pour les programmeurs du dimanche qui codent des pages web, donc, mais manifestement, ce fut une erreur. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui codent des pages web, c'est des programmeurs du dimanche? Non. Okay? Parce qu'aujourd'hui, le JavaScript et les pages web, c'est compliqué. Mais quand le JavaScript était, disons, est devenu public en 1996 ou 17, 96, je pense, bien, à ce moment-là, les gens qui codaient des pages web, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. En fait, monsieur, madame, tout le monde, on s'entend, là. Mais c'est un peu fait dans l'idée que monsieur, madame, tout le monde allait pouvoir se coder en JavaScript. Évidemment, c'est pas, la programmation, ça ne sera jamais fait pour monsieur, madame, tout le monde. En tout cas, je pense pas. Je ne veux pas m'avancer, mais disons que depuis les 60 dernières années, ça ne marche pas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, probablement que ça ne sera pas le cas non plus dans les 60 prochaines années. Donc, si vous voulez voir, on pensait que ça serait une bonne idée en JavaScript, mais finalement, ce n'était pas une bonne idée. Donc, c'est une erreur en quelque sorte de conception du langage. Si vous voulez vous en rendre compte, il existe un mouvement, en tout cas, il existe certaines boutades là, que vous pouvez chercher sur Internet. Donc, ça s'appelle WTF, JS, donc What the fuck, JavaScript. Vous allez voir sur YouTube ou le site web. OK. Donc, vous pouvez maintenant valider avec ici un retour booléen, donc masquer premier caractère. On a une fonction masquer premier caractère. On levait une exception dans une version précédente. Là, cette fois-là, on retourne une valeur booléenne, true ou false, en fonction de si on réussit à masquer le premier caractère ou pas, en fonction de la string en question. Donc, on a la string qui est passée par référence. Puis ici, on a la string S et on affiche ici les résultats. Donc, Frédéric Guérin, true. On a la sortie ici, Frédéric Guérin. Nul, on a la sortie false. Et chaîne vide, on a la sortie false. Okay? Donc, la string n'est pas modifiée si elle n'est pas, si elle n'est pas valide. Si on ne peut pas la traiter. Donc, c'est une fonction similaire à un précédent numéro ici, 5.5 qu'on avait fait.
Vous faites votre saisie. Et voilà, c'est terminé en ce qui concerne cette partie. Pour ce qui est de la conclusion. Donc, dans ce document, on a vu quand et pourquoi des exceptions sont levées, comment créer et lever nos propres exceptions, que les exceptions sont hiérarchisées et descendent toutes de la classe exception qui elle-même descend de object, comment capturer des exceptions, comment valider des arguments et lever les exceptions correspondantes, et en fait les alternatives aux exceptions comme les retours booléens, les valeurs nullables, le fail silent, qui n'est pas une bonne idée. Le fail silent. Donc, vous pouvez maintenant vous auto-évaluer. Chaque numéro vaut 2 points. Vous mettez ça et ça vous donne votre total sur 10. Vous remettez ça sur l'IA. Voilà.